Bonjour, dernière vidéo sur le deuxième chapitre de géométrie dans l'espace. Ici, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les positions relatives et voir comment le produit scalaire et la notion du vecteur normal va nous permettre nettement de simplifier les choses. Donc d'abord, on va s'intéresser aux positions relatives plan. Hop, je reviens. Donc, on va considérer donc deux plans que l'on matérialise par leurs vecteurs normaux respectifs, n pour le plan P, n' pour le plan P', et on va regarder ce qui se passe au niveau des vecteurs normaux et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, comment cela se traduire en termes de plans. Première chose, si les deux vecteurs normaux sont collinaires, les plans P et P' sont dans ce cas parallèles. Reste à savoir s'ils sont confondus ou strictement parallèles. Donc première chose, si on prend les deux vecteurs normaux, s'ils sont collinaires, on sait qu'ils sont parallèles ou confondus, strictement ou confondus. Pour savoir s'ils sont confondus ou strictement parallèles, il suffit de prendre un point d'un plan et de montrer qu'il appartient ou non au deuxième. Si un point du plan P appartient au plan P', dans ce cas-là, ils seront confondus. Si un point de P n'appartient pas au plan P', dans ce cas-là, ils seront strictement parallèles. Enfin, si les deux vecteurs normaux ne sont pas collinaires, dans ce cas-là, les plans P et P' sont sécants, et on sait que dans ce cas-là, ils sont sécants suivant une droite D. À ce propos, c'est ainsi qu'on vérifie que l'équation d'une droite dans le plan n'est pas donnée par une seule équation comme dans le plan, mais par deux équations dans l'espace qui sont justement les équations des deux plans qui s'intersectent en cette droite D. Donc regardez bien les trois figures qui correspondent et essayez de vous représenter ce que cela veut dire en termes de vecteurs normaux. Premier cas, les vecteurs normaux sont collinaires. Deuxième cas, ils ne le sont pas. Avec un petit dessin, vous retrouverez facilement tous ces résultats. Donc, exercice 22, on vous demande de déterminer une représentation paramétrique d'une droite d'intersection de deux plans séquents, donnée par leurs équations cartésiennes. À vous de retrouver la représentation paramétrique, c'est-à-dire trouver un point qui appartient à la droite et un vecteur collinaire, et un vecteur directeur de la droite. L'exercice est corrigé, donc j'en parle pas plus, je vous laisse lire la correction et essayer de la comprendre. Mais globalement, l'idée est toujours la même, traduire en termes de coordonnées ce qui se passe en termes de géométrie, en termes de points. L'exercice 23 est exactement le même. Et enfin, l'exercice 24 étudie plusieurs cas, et on vous demande de savoir ce qui se passe entre les plans P1 et P2 donnés par leur équation cartésienne. Vous retrouverez sûrement les trois cas précédents, c'est-à-dire séquents en une droite, strictement parallèles ou confondus. Une fois que nous avons vu les positions relatives de plan et droite, de plan et de plan, on va s'intéresser aux positions relatives plan-droite. Lorsqu'on aura un plan, il est défini par un point et un vecteur normal. Quant à la droite, elle est définie par un point et un vecteur directeur. Il est important de voir ce qui va se passer entre justement ce vecteur directeur et ce vecteur normal. Il se passe deux cas, soit le vecteur directeur est orthogonal au vecteur normal, dans ce cas-là, la droite sera parallèle strictement ou confondue. Comment vérifier si les deux vecteurs sont orthogonaux? Nous sommes dotés du produit scalaire, donc il suffira de calculer le produit scalaire du vecteur directeur par un vecteur normal, et de voir si on obtient 0 ou pas. Dans le cas où le produit scalaire est nul, c'est-à-dire que le vecteur directeur de la droite est orthogonal à un vecteur normal du plan, la droite est donc strictement parallèle ou confondue. Comment discriminer ces deux cas? Simplement en prenant un plan de la droite ou du plan, et en regardant s'il appartient au plan ou à la droite réciproquement. D'accord? Donc on prend un point de la droite, qu'on peut facilement trouver, et on regarde s'il appartient au plan. Sachant que vous avez l'équation cartésienne du plan, il suffit de mettre les coordonnées du point dans l'équation cartésienne du plan, et de voir si on obtient 0 ou pas. Si vous obtenez 0, le point est dans le plan, donc la droite aussi. Si vous obtenez un autre nombre que 0, le point n'est pas dans le plan, donc la droite n'appartient pas au plan, et elle est strictement parallèle.
Le dernier cas, si le produit scalaire du vecteur directeur par un vecteur normal est non nul, dans ce cas-là, le plan et la droite sont sécants, donc sécants en un point, ça on le sait. Comment trouver ce point d'intersection? Vous savez qu'on a un petit système à résoudre en mettant de part et d'autre la représentation paramétrique de la droite et du plan, et on résout. Si l'on trouve une unique solution, c'est-à-dire un seul triplet x, y, z solution, ce sont les coordonnées de l'unique point d'intersection. Si l'on trouve une infinité de solutions, ça veut dire qu'on a une infinité de points, ça veut dire que la droite est contenue dans le plan. Enfin, si l'on ne trouve aucune solution, ou si par exemple des équations sont incompatibles, dans ce cas-là, la droite est strictement parallèle au plan, puisqu'il n'existe pas de points à la fois dans le plan et dans la droite. Donc l'exercice toujours pareil, derrière l'exercice 25, vous avez un plan, vous avez une droite. À vous de déterminer s'ils existent les coordonnées des points d'intersection, enfin du point d'intersection de la droite et du plan. Même chose pour l'exercice 26, l'exercice 27, 28, qui sont des exercices inspirés de sujets de bac, comme le 29, qui est inspiré de Polynésie 2015, le 30 pareil, une session de septembre et une session de juin. Et une fois que vous aurez su faire tous ces exercices-là, vous aurez compris comment trouver les positions relatives de droite, droite, plan, plan et plan, droite. Et vous verrez sûrement à quel point la notion des vecteurs normal et d'équation cartésienne simplifie grandement le problème. Enfin, on s'est intéressé à l'intersection de deux plans. Ce qui peut vous paraître embêtant, c'est que lorsqu'on intersecte deux plans, on trouve une droite. Je sais bien que vous auriez aimé trouver un point. Pour trouver un point, il ne faut pas non pas considérer deux plans, puisqu'il reste beaucoup de place, mais trois plans. Et on va voir que dans certains cas bien particuliers, l'intersection de trois plans peut donner un unique point. Mais les cas sont un peu plus nombreux. Donc ce programme-là, cette partie-là est hors programme, mais on ne sait jamais, pour peu que vous tombiez sur un sujet de bac intéressant, vous pourriez avoir ces cas à traiter. Donc, voilà ce qui se passe. Le premier cas, les trois plans peuvent être strictement parallèles. Dans ce cas-là, l'intersection est vide. Aucun point appartient aux trois plans. Deuxième cas, on peut avoir seulement, au lieu d'avoir trois plans, on peut avoir deux plans parallèles et un plan séquent. Donc dans ce cas-là, vous reconnaîtrez peut-être une figure qui ressemble analogue à une figure du plan, mais qui a l'intersection des trois plans. À partir du moment où les deux plans parallèles n'ont pas l'intersection des trois est vide, même si un plan intersectera chacun des deux autres en une ligne droite. Donc ça, c'est le cas où il y a deux plans strictement parallèles. Enfin, les plans peuvent être séquents 2 à 2. C'est-à-dire que le plan P va intersecter le plan Q. Je crois que j'ai pris P et P seconde. Donc le plan P et P' sont séquents, P et P seconde sont séquents, et enfin P' et P seconde sont séquents. S'ils sont séquents, on sait qu'ils sont séquents en ligne droite. Donc on obtient trois droites d'intersection, D', D et D secondes. Ici, on peut se passer la question de qu'est-ce qui se passe sur ces trois droites. En fait, vous avez un théorème tiré du théorème de Thoi, mais une version plus générale s'appelle le théorème de Desargues, qui dit que ces droites-là seront soit parallèles, soit concurrentes à un unique point A. Un peu plus compliqué, ça m'étonnerait vraiment que vous tombiez sur ce cas-là. Troisième cas, on peut avoir des plans un peu comme une porte que l'on ouvre et qui ont fait prendre plusieurs positions. Les plans P, D et Q peuvent être séquents en une seule droite. D'accord? Imaginez une porte que vous feriez bouger. Là où se trouvent les charnières, c'est la droite d'intersection de ces trois plans. Donc l'intersection dans ce cas-là des trois plans est une droite. Vous voyez qu'on peut avoir rien, une droite. Et on va voir si on peut avoir un peu moins, mieux. Enfin, le cas que vous attendiez, les trois plans peuvent être séquents en un unique point A, qui sera justement un point dont les coordonnées seront solutions des trois équations de plan. Donc la figure était un peu difficile à faire dans l'espace, mais je crois que vous comprendrez. Au passage, vous remarquez que si le point A appartient aux trois plans, il appartient aussi à deux. L'intersection de deux plans étant une droite, ce point-là va appartenir aux trois droites d'intersection. Donc, deux manières de trouver les coordonnées du point A, soit comme étant le point qui appartient aux trois plans, soit le point qui appartient aux trois droites d'intersection. Bon, il y a quand même une manière de faire qui est plus facile que celle-là.
Le dernier cas, enfin, c'est les trois plans sont confondus, car quand même assez rare, et l'intersection de ces trois plans est un de ces plans. D'un point de vue algébrique, ça veut dire quoi? Dire qu'un point appartient à un plan signifie que ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne de ce plan. Dire qu'un point donc appartient aux trois plans signifie que ses coordonnées vérifient les trois équations cartésiennes de plan. Autrement dit, ces coordonnées sont solutions d'un système d'équations à combien d'inconnus? 3. 3 équations, 3 inconnus. C'est d'ailleurs pour ça que l'on peut trouver un unique triplé solution qui sera justement les coordonnées du point d'intersection. Et lorsqu'on résout un système 3-3, comme cela s'appelle, un système 3 équations, 3 inconnues, on peut avoir différents cas de solution et qui se ramènent d'un point de vue géométrique aux 6 cas que l'on vient d'énoncer. Ok, donc globalement pour vous, si on vous demandait de faire ça, on vous demanderait sûrement et vraisemblablement de résoudre un système d'équations à 3 inconnues, 3 équations. Il serait sûrement facile puisqu'on est en terminale, et vous trouveriez un des 6 cas précédents. Je vous ai mis l'exercice 31, vous avez 3 équations de plan en 2 fois. Essayez de faire cet exercice-là, vous verrez, c'est pas si dur et ce sera un bon entraînement pour vous à la résolution de systèmes d'équations, un système linéaire d'équations. Un petit peu de substitution, un petit peu de combinaison linéaire. Et rappelez-vous surtout l'essentiel, c'est que l'on veut se ramener à une équation, une inconnue. Donc quelle que soit la méthode, substitution ou combinaison linéaire, l'objectif étant d'éliminer successivement les inconnus pour se ramener à une seule équation, une seule inconnue. Quelque chose d'autre qui est un peu hors programme, mais c'est la sphère, et ce serait dommage, vu la simplicité, de s'en priver. On considère un repère orthonormé ou IJK, et un nombre réel strictement positif R, qui est le rayon, et un centre, oméga, de coordonnées ABC, un point de l'espace. Quelle est l'équation cartésienne de la sphère de centre oméga et de rayon R? On vous dit que c'est une équation, non pas du premier degré, mais du deuxième degré, ce qu'on appelle une forme quadratique, de la forme x moins a au carré, plus y moins b au carré, plus z moins c au carré est égal à r carré. Les coordonnées x, y, z étant les coordonnées d'un point M qui appartient à la sphère. Autrement dit, le point M appartiendra à la sphère si et seulement si ces coordonnées x, y, z sont solutions de cette équation. En gros, c'est la somme des carrés des différences de ces coordonnées avec celles du centre. Comment on obtient ça? C'est relativement facile en s'appuyant sur la définition de sixième d'une sphère qui est qu'un point M appartient à la sphère de centre oméga et de rayon R si et seulement si la longueur oméga M est constante à R. Comme ce sont des nombres positifs, ceci est équivalent à dire que oméga M carré est égal à R carré. On traduit en termes de coordonnées et on tombe simplement, facilement, sur l'équation cartésienne de la sphère. D'accord? Remarquez, pourquoi est-ce que la sphère n'est pas au programme de terminal S? C'est justement parce que c'est une équation non linéaire mais quadratique. Mais bon, c'est quand même pas bien compliqué. Je pense que pour ceux qui ont compris, vous pourrez vous intéresser à trouver l'intersection d'un plan et d'une sphère. D'un plan et d'une sphère, normalement, on doit trouver un cercle, avec un peu de bol. Petite parenthèse mathématique, la sphère est justement l'unique solide de l'espace dont les intersections avec un plan sont des sphères, sont des cercles, pardon. L'unique solide dont toutes les intersections possibles avec des plans sont des cercles est une sphère, il n'y en a pas d'autre. Au passage, vous remarquerez que cette équation-là ressemble à l'équation d'un cercle dans le plan, qui était de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Est-ce qu'une équation aussi simple que ça pourrait être une équation de sphère dans l'espace? Absolument pas. Une équation quadratique de la forme 3x carré plus y carré égale 15 n'est pas une équation de cercle dans le plan, mais une équation de cylindre. Pour obtenir un cercle, il faudrait intersecter ce cylindre-là avec un plan. Et là non plus, pas n'importe quel plan, mais un plan qui serait orthogonal à la hauteur. Sinon, au lieu d'obtenir un cercle, on obtiendrait un bon point pour la réponse. Je vous remercie. Cette vidéo clôture le chapitre 2 de géométrie dans l'espace. Et une fois l'exercice fait, je pense que vous pourrez faire tous les exercices de bac de niveau terminal S. Je vous remercie.